Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France en direct sur Sud Radio ce soir. Au sommaire de cette émission, le métier de la semaine avec Mobiliance. Plus de 100 000 entreprises spécialisées dans l'entretien et la réparation de voitures en France font face à la difficulté du post-Covid, à des soucis de logistique. La maintenance automobile n'échappe pas à la hausse généralisée des prix de pièces détachées. Pascal Bretomé sera avec nous, président régional de Mobiliance pour les Pays de la Loire et garagiste sera avec nous. La stratégie de Mini, durabilité, innovation et rentabilité. 2023, une année importante pour le constructeur britannique. Des engagements renforcés dans les segments des crossovers et des compacts premium, ainsi que sur le marché automobile en Chine. Les futurs modèles Mini seront produits au Royaume-Uni à partir de 2023. En Allemagne et en Chine, on fera le point avec Guillaume de Sazilly, directeur de Mini France. Ecovoltis, la borne rechargeable intelligente, avec l'arrivée de 40 millions de véhicules électriques d'ici 2040 sur le marché français, soit l'équivalent de 80 tonnes watts d'électricité par an. Les enjeux sont majeurs sur la gestion du réseau électrique et la production d'énergie. La société française Ecovoltis propose une solution de recharge intelligente pour véhicules électriques intégrant des fonctions de rééquilibrage du réseau pour tous. Pour comprendre leur stratégie, Eshan Emani sera avec nous, fondateur de Ecovoltis. And the winners are. On conclura cette émission avec les 6 finalistes du Grand Prix ACF Autotech de l'Automobile Club de France. Richard de Cabrol, le directeur, sera en notre compagnie pour nous raconter les innovations extraordinaires de ces 6 startups. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par le métier de la semaine avec Mobiliance, direction le Pays de la Loire, à Dompierre-sur-Yon, en Vendée. Pascal Bretomé est avec nous, président régional de Mobiliance pour les Pays de la Loire et les garagistes, le garage Bretomé. Nous sommes, cher Pascal Bretomé, d'abord bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Nous sommes forcément, on l'a tous vu, dans un constat et un contexte très inflationniste sur tous les marchés. La filière de l'entretien et de la réparation des voitures en France subit des fortes hausses, mais sur tous les plans. Oui, tout à fait. Mais enfin, ça fait depuis début 2022 déjà que les pièces détachées ont pris des hausses assez vertigineuses, enfin des fortes hausses. Et qu'on est obligé de répercuter forcément sur nos factures, et donc les prix de la réparation forcément augmentent pour le particulier. Mais il n'y a pas que les pièces détachées, il y a l'huile aussi, j'imagine qu'il y a d'autres, tout ce qui fait aujourd'hui, tout augmente. Donc qu'est-ce qui augmente le plus aujourd'hui ? Alors je dirais que ce qui augmente le plus, c'est quand même les pièces détachées et toutes les pièces qu'on remplace assez rapidement, comme les pièces de freinage, les amortisseurs. Aussi, on a des pièces qui sont non concurrencées qui prennent. On peut avoir des plaquettes de frein qui ont pris 30 € en l'espace de 2-3 mois, quoi. Ah oui, effectivement. Quelles sont les familles les plus impactées en hausse et les moins impactées? Par exemple, telle famille est à 3% et telle famille à 10, 15, 20%. Alors très sincèrement, c'est compliqué pour moi de vous répondre parce que je pense qu'elles sont tous à peu près impactées par cette hausse. Et on n'est même pas prévenu. Et heureusement qu'on fait nos devis, nos devis sont valables qu'un mois, parce que sinon, des fois, on se trouve avec des hausses qui sont très importantes. Moi, j'ai même eu une hausse de 50% sur une pièce détachée, et donc j'ai pas pu la répercuter à mon client forcément, parce que le devis était fait, quoi. Et comment réagissent les clients justement ? Pas très bien. Alors on a surtout intérêt à faire des devis maintenant, et il y a nos clients comparent, ils regardent aussi les factures il y a 2 ou 3 ans et ils nous disent dis donc, ça a énormément augmenté, et on leur dit regardez bien vos factures, vous allez voir que notre taux horaire lui n'a pas énormément augmenté par rapport à cela, chose qu'on va être obligé de faire en 2023 parce qu'il faut aussi augmenter nos salariés. Mais en fait, en 2022, on n'a pas fait de hausse sur le taux horaire. Et donc, il faut discuter avec le client. Et en fait, on fait plus de remises qu'avant. On rogne un peu nos marges sur les pièces détachées. Donc, ce qui impacte forcément notre rentabilité. Oui, vous parliez de la main-d'œuvre. Forcément, nouvelles technologies. On demande de plus en plus de compétences, plus d'investissements pour les équipements. Donc, à un moment donné, il faudra répercuter ces hausses de salaire ou en tout cas ces expertises qui valent peut-être de plus en plus cher.
Ah bah complètement. Maintenant, de toute façon, un salarié, nous le SMIC on ne connaît pas chez nous. Un mécanicien, lorsqu'il entre juste après son diplôme, il a un salaire qui est déjà qui est déjà bien au-dessus le SMIC. Et après, forcément, on augmente par rapport aux formations qu'on fait tout au long de la vie par rapport à ses salariés, par rapport aux échelons. Et donc, oui, on augmente les salaires, mais ça, on l'a déjà fait et on est obligé de toute façon si on veut conserver des salariés. Et après, c'est à nous de bien nous organiser. Mais pour ça, il faut aussi qu'on puisse avoir les pièces détachées à temps, parce que un salarié qui ne fait rien, on peut pas facturer son temps. Alors que si on peut bien optimiser notre temps, et là, ça se passe mieux. Sauf qu'on a aussi des problèmes de logistique, des problèmes de transport, et donc, on va commander des pièces. Au final, les pièces ne sont pas bonnes à l'arrivée, et donc là, il y a un pont qui est pris pour rien, et ça devient pas simple. Pascal Bretomé, vous êtes en zone rurale, à Dompierre-sur-Yon, c'est en Vendée. On a besoin d'une voiture là-bas. En général, plus on a une voiture ancienne, moins on est fortuné. Est-ce que finalement, et c'est plus on a une voiture ancienne, plus elle a besoin de pièces détachées, est-ce qu'on va pas arriver dans une société où la voiture sera un produit de luxe carrément et plus accessible aux classes moyennes même ? Alors totalement. On se rend compte que nos clients gardent leur vieille voiture parce qu'en fait n'ont plus les moyens d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule récent. Les véhicules récents et même neufs ont pris. Avant vous mettiez 20 000 € pour avoir un SUV, un petit SUV genre 2008 par exemple, et maintenant c'est 30 000 €. Et donc c'est beaucoup trop cher pour nos clients, et donc ils décident de conserver leur voiture parce que en plus, ils sont complètement perdus, ils savent pas quoi acheter, ils savent pas. Ils se disent demain, est-ce qu'il y aura du diesel, est-ce qu'il y aura de l'essence, est-ce que je vais vers l'éthanol ? On va vous orienter dans un instant avec un ami constructeur. On a eu la mauvaise surprise par rapport à ça. Les cartes grises étaient gratuites sur l'éthanol et clac, début d'année, on ne nous a pas prévenus et les cartes grises sont devenues payantes. Est-ce que finalement la grosse concurrence, ce ne sont pas les sites internet qui revendent des pièces détachées ? Est-ce que ça ne nuit pas justement ce qu'on appelle les MRA, c'est-à-dire aux garagistes ? Alors je comprends pas d'ailleurs, parce que quand vous mettez du carrelage dans votre maison, vous achetez pas un carrelage et puis vous l'emmenez pas à l'artisan. Et donc effectivement, il y a des sites et les prix de pièces sont même pas les prix qu'on achète nous, c'est des prix de distributeurs, donc ça fait une grosse concurrence. Mais nous, on a l'obligation de résultat, on va rechercher la panne, le client vient chez nous, on va lui diagnostiquer la panne et ensuite il va partir, il va commander sa pièce, il va la poser de lui-même. C'est pas possible. Ça va changer avec les appareils maintenant, parce qu'en fait les véhicules sont connectés et donc on sera obligé d'appairer tout ça, et donc ça va être plus compliqué pour le travail. Pour le black, comme on dit chez nous. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Pascal Bretomé d'avoir été avec nous. Vous êtes de la direction du Pays de Loire, à Dompierre-sur-Yon, en Vendée. On va vous envoyer des clients, vous inquiétez pas. Garage Bretomé, allez-y, c'est une valeur sûre. Il y a du service et ça c'est important. Et il y a le service. On parle et c'est ça qui est important aussi. C'est l'expertise, l'échange d'expertise et le service. Donc on vous envoie des clients tout de suite. On va donner votre numéro de portable. Non, on plaisante. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Beaucoup. On revient dans un instant. On va vous parler d'une très jolie marque, la marque Mini, avec plein de nouveautés. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous retrouver avec Philippe David ensemble jusqu'à 10h pour vous parler d'automobile et d'une jolie marque. C'est un alignement cohérent, en tout cas sur l'électrification et la transformation digitale. Le constructeur britannique de citadines et de compact premium implanté dans 109 pays s'engage à poursuivre sa success story, une nouvelle gamme de produits, des innovations technologiques et des nouveaux sites de production. On va en parler avec notre invité, le directeur de Mini France, Guillaume de Sazilly, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Quand on voit les résultats de la marque, on se dit que forcément la communauté de Mini s'agrandit et on s'oriente surtout sur l'électromobilité à grands pas avec vous. Exactement. Alors c'est important de rappeler effectivement qu'on est une marque très communautaire. On a des clients qui sont très fidèles et dont la base ne cesse de s'accroître. On a fait une année record en 2022. Et cette année record, on la doit en partie, pas que, mais en partie à l'électrification de notre gamme. On a une Mini électrique qui correspond vraiment aux attentes du marché français. Ça représente pratiquement un tiers de nos commandes en 2022. Et donc ça explique une partie de notre croissance. Et puis on a aussi
Vous parliez tout à l'heure de SUV, et donc on a le Mini Countryman en motorisation plug-in hybride. Et là aussi, c'est un vrai facteur de croissance pour nous. Mais c'est pas tout. On a plein de modèles qui sont iconiques, la Mini Cabrio, etc. On va en parler. Pardon, je vous coupe 2 secondes sur ce que vous disiez. On a l'impression que Mini, c'est de l'héritage, de la transmission. C'est-à-dire que quand papa ou maman a eu une Mini, forcément derrière, et j'ai l'impression qu'il y a très peu de constructeurs avec lesquels cette transmission existe. Et on l'a un peu chez vous. Ouais, j'ai jamais rencontré un client ou quelqu'un avec mes nouvelles fonctions qui me disait pas, moi j'ai une expérience avec une Mini dans ma vie. Tout le monde a une histoire avec une Mini, et ça c'est incroyable. On me raconte des histoires incroyables. Mini, c'est vraiment une marque iconique. Et il faut se souvenir juste de la création, petit cours d'histoire très rapide. Allez-y. Crise du canal de Suez en 1957, envolée du prix des matériaux, envolée des prix du pétrole. C'est pas sans rappeler. Ça rappelle quelque chose. Et donc, l'idée à l'époque, c'est de construire une voiture qui peut emmener 4 adultes en utilisant le moins de matériaux possible et le moins d'essence possible. Et donc, c'est l'origine de Mini. Et alors après, c'est greffé à ça, la sensation de conduire un kart, etc. Mais la marque, elle est hyper crédible aujourd'hui et elle fait beaucoup de sens en fait pour nos sur clients. L'émotion, sur l'émotion et puis sur cette notion de durabilité. Et pour revenir sur l'histoire, minibus aussi. Et pour revenir sur l'histoire, ça a une image d'Épinal peut-être encore qui était une marque de voiture pour les femmes. C'est encore le cas par rapport à la clientèle Mini. Alors, on a développé, et notamment grâce à l'arrivée du Countryman, mais on a aussi un autre modèle qui s'appelle le Clubman, qui sont des modèles qui sont moins destinés à être peut-être le second véhicule de la famille. Et donc on sort un peu de ce cliché. Et donc là, on a masculinisé notre image aussi. C'était important de s'adresser à tout le monde. Et donc sur ces modèles-là, on a beaucoup plus d'hommes qui les conduisent. Mais des voitures plus toniques en fait. Ouais, plus toniques et plus spacieuses. Est-ce qu'on ment si on dit qu'aujourd'hui, une voiture sur 10 aujourd'hui est électrique chez Mini ? C'est même plus que ça. On a, je vous disais, c'est un tiers de nos commandes. En livraison en 2022, c'était un peu inférieur, mais c'est un chiffre qui ne cesse de croître en fait. On s'aperçoit vraiment de l'attrait. Et en fait, électrique et Mini, ça va très bien ensemble. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle le go-kart feeling en anglais. Faut pas oublier nos origines anglaises. Donc je vais vous donner quelques anglicismes. Donc cette sensation de conduire un karting, ça se marie très bien en fait avec la motorisation électrique. Et donc ça explique aussi le succès. Mini à l'avenir, ça va être une des premières marques du groupe BMW, puisque nous appartenons au groupe BMW, une des premières marques du groupe à être 100% électrique. On reste britannique. Mais on reste britannique. Et d'ailleurs, une autre marque britannique qui appartient au groupe BMW, c'est Rolls-Royce, qui sera aussi avec une électrification de plus en plus forte. Mais comme c'est à Munich, le siège britannique rime avec Munich. Non, pour revenir dessus, justement, Mini poursuit des objectifs stratégiques de durabilité de BMW en réduisant les émissions de CO2. Comment est-ce que vous faites ? C'est par les matériaux, c'est par la construction, le recyclage ? Comment est-ce que vous faites ? Pour nous, c'est vraiment important de ne pas juste parler de la phase d'usage. Bien sûr. Mais de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. Oui. Et ça, c'est un point qui est important pour nous. Et donc, on s'engage avec des mesures chiffrées à diminuer les émissions de CO2 depuis la phase de production, de logistique et jusqu'à les phases de roulage. Et donc, Mini va largement contribuer à cette ambition du groupe BMW, notamment avec sa gamme qui sera 100% électrique, au-delà de 2030. Et vous ne mentez pas, puisque j'ai lu que chaque véhicule reçoit forcément une note écologique globale, et aujourd'hui 2 marques ont 70 sur 100, c'est Hyundai avec la Ioniq et Mini Cooper SE entièrement électrique. Ça, c'est important à vendre forcément, de dire qu'on n'est pas exemplaire, hein, parce qu'on n'est jamais tous exemplaires, à part Philippe et moi, mais on rentre finalement dans ce que l'avenir ce vers quoi nous allons en fait. Ouais, tu as fait la preuve par l'exemple. Donc on parlait de l'utilisation des matériaux. Donc je pourrais citer aussi l'utilisation de matériaux biosourcés, de cuir vegan, de la disparition des chromes aussi. Ouais, tout à fait. On travaille vraiment sur des projets d'innovation pour inventer le véhicule le plus responsable aussi de l'avenir de la planète. Il y a peu de gens qui le savent, mais vous êtes, je crois, le premier constructeur à avoir proposé du rétrofit sur
des voitures âgées, hein, enfin en tout cas des Mini un peu plus âgées. Et là déjà c'était plutôt précurseur parce que c'est maintenant qu'on en parle. Vous, ça fait quand même assez longtemps. C'est un projet qui s'appelle Mini Recharge et qui est vraiment hyper sympa. On a effectivement un parc roulant de Mini anciennes, donc avant l'ère moderne qui est arrivée en 2001, de Mini anciennes qui sont roulantes. Et là, on propose à nos clients de transformer leur voiture et de l'électrifier. Et donc, ça va aussi dans le sens de ce que vous dites. Le mois dernier, vous étiez au Salon de Bruxelles pour présenter des nouveautés 2023. Parlez-nous de ces nouveautés. Il y a quelques séries spéciales très sympathiques à l'œil. Oui. Exactement. Alors, un peu de teasing déjà, c'est que je peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va annoncer une belle surprise qui va vraiment être sympa, être dans le sens de l'électrification. Annoncez-le, on diffusera la semaine prochaine la dernière partie. De toute façon, personne nous écoute. C'est pas ce qu'on m'a dit. On a présenté le concept Aceman au salon de Bruxelles, qui préfigure aussi les nouvelles lignes, le nouveau design de la marque Mini, un véhicule qui découle du concept car, c'est ça? Ouais, tout à fait. Quoi, le concept car préfigure quelque chose qui arrivera à l'avenir. Donc un petit SUV assez compact, 4,05 m pour les experts, 100% électrique, avec donc les nouvelles lignes du design Mini et avec aussi une interface multimédia vraiment développé avec un écran OLED circulaire à l'intérieur. Donc on est vraiment à la fois dans l'héritage puisque les premières Mini elles avaient ce gros contour rond au milieu de l'habitacle. Et donc là on revient avec ce concept Aceman à l'origine tout en le modernisant avec un écran OLED qui est magnifique. Ce qui est compliqué, c'est-à-dire que cette marque, elle a tellement marqué nos esprits que toutes les nouvelles gammes qui sortent, on doit garder cet esprit. C'est difficile aujourd'hui pour les stylistes, en tout cas pour ceux qui dessinent ces voitures, de ne pas perdre ce qu'on aime finalement chez Mini depuis tellement d'années. Renouveler l'icône, effectivement, c'est un travail qui est difficile, mais qui a été fait avec succès jusqu'à présent. Et puis donc à la rentrée prochaine, on va aussi présenter des nouveautés, la nouvelle Mini électrique, le nouveau Mini Countryman. Donc ça va vraiment être une année très riche en actualité pour la marque Mini. On va en parler on va parler de la Countryman, gros morceau forcément de cette nouvelle génération. Mini Countryman, elle est prévue quand? À sortir quand? Est-ce que quel type de motorisation pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent, parce que je sais que c'est les moments où on cherche des voitures en disant voilà, faites-nous rêver avec ces voitures. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on propose avec ce nouveau Countryman? Alors, je ne peux pas dévoiler évidemment toutes les spécificités du produit, mais en gros, on sera sur le successeur de l'actuel. Évidemment, il y aura une version électrique. Oui. C'est une voiture qui sera assemblée sur nos chaînes en Allemagne. Vous en parlez. On a des sites de production aujourd'hui à Oxford, qui est le berceau historique de la marque. Et puis, on aura aussi un complément en Allemagne pour l'assemblage, la production du Mini Countryman. Et puis la nouvelle Mini électrique, on va évidemment prendre ce qui fait le succès de la Mini aujourd'hui, donc les 4 roues aux extrémités de la carrosserie, le go-kart feeling dont je parlais, et puis on va continuer à l'améliorer avec de nouvelles interfaces, avec des nouvelles specs pour la voiture. Vous avez fait plusieurs séries spéciales, il y a la Mini Resolute, la Clubman Edition Toured, la Countryman Untamed. Est-ce que avec l'accent, vous avez vu, hein, il est engagé, il est fou. Si je dis Untamed, ça va être quand même pas terrible. Est-ce que c'est des modèles de conquête de nouveaux clients, les séries spéciales? Ouais, c'est un modèle de conquête. En fait, Mini, c'est un produit lifestyle. On s'adresse là, il y a de l'accent aussi. Et donc, on propose aussi avec ces séries, avec ces éditions limitées, des détails qui sont hyper sympas sur le tableau de bord, sur la clé, sur les rétroviseurs. Sur les rétroviseurs. Donc, Mini, c'est vraiment une voiture aussi qu'on peut personnaliser. Et c'est ça qui fonctionne. Et c'est une des recettes, évidemment, du succès. Et puis, en même temps qu'on fait ces éditions, on est aussi très puissant sur les formules de location qui vont très souvent aussi avec. C'est-à-dire que voilà. Vous êtes la marque la plus louée en France ? Dans le top 3 cette année, on l'était en 2021, cette année on est dans le top 3, parce qu'on propose justement cette formule packagée, c'est-à-dire que sans apport. Aujourd'hui, on parlait du Mini Countryman, l'édition Highlands en ce moment, à 395 € par mois, sans apport, et c'est une voiture qui est vraiment
extrêmement bien équipés. Et du coup, on a une formule qui est simple, on a une formule qui est lisible, et il n'y a pas de piège. Et du coup, ça s'est installé au fil des années, et aujourd'hui, nos clients, ils reviennent tous les 3 ans, et puis ils bénéficient d'une nouvelle édition avec parfois de la technologie en plus, et puis une voiture qui est au goût du jour grâce à ces éditions. Donc voilà. Et donc l'avenir est à forcément la rentabilité, parce que tout ça est aussi très important, et puis d'aller conquérir forcément des nouveaux nouveaux clients, peut-être des plus jeunes, peut-être effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes aussi. En tout cas, merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous présenter cette nouvelle gamme et qui donne envie. Je dois avouer que ça nous. Les séries limitées, j'adore les peintures là, un peu très british en fait. Il y a quelque chose de magique chez nous. Do you like that? Yes, I like so much. Merci beaucoup Guillaume de Sazy d'avoir été avec nous, directeur de Mini France. Je vous conseille d'aller sur le site internet et de faire peut-être une petite programmation, de tester une configuration. Voilà, je vais chercher le mot. Il y a des verres très anglais d'ailleurs. Ouais. British Green. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va vous parler des bornes rechargeables intelligentes. Et ça va nous changer, Philippe David. Tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Si vous êtes passionné comme nous d'automobile, en tout cas, cette émission vous concerne. Là, une petite start-up des Hauts-de-Seine devenue grande, ça s'appelle Covoltis. Après une levée de fonds de 10 millions d'euros, elle souhaite multiplier ses bornes de recharge intelligentes sur le territoire avant l'explosion du nombre de véhicules électriques. Et c'est vrai qu'il faut s'y attendre, qu'elle anticipe forcément à l'horizon 2030. Et pour comprendre leur stratégie, Ehsan Emami est avec nous, fondateur de Covoltis. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Concrètement, voilà, c'est une entreprise qui a démarré en 2019 avec un maillage territorial de bornes, soyons clairs, en faillite totale par rapport aux projections. Et vous vous êtes dit, c'est peut-être le moment, j'imagine, d'aider, d'apporter notre pierre à l'édifice en créant cette entreprise. Surtout, ce qu'on s'est dit, c'est que le nombre de véhicules allait exploser. Oui. Et qu'un véhicule vendu, c'est quelque part une borne qui sort de la Terre. Et que demain, quand il y aura des millions de véhicules qui vont rouler, aujourd'hui il y a à peu près 2% du parc qui est électrique. Bien sûr. Avec beaucoup de véhicules électriques, si ces véhicules chargent en même temps, comme les ballons d'eau chaude se chauffent le soir, eh bien à ce moment-là, si le réseau n'est jamais préparé, ne peut pas être préparé. Ce qu'il faut, c'est de réussir à anticiper, à faire en sorte que les véhicules chargent de la bonne manière en répartissant les puissances disponibles. Et c'est ce qu'on a voulu faire depuis le départ. On dit les smartphones, les téléphones intelligents. Vous, c'est une smart borne, c'est exactement ça? D'une certaine manière, oui. En fait, souvent, le mot smart signifie qu'on fait quelque chose de différent, en tout cas amélioré. Beaucoup de gens parlent de bornes intelligentes. Dans notre cas, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire en sorte que la recharge se fasse en fonction d'un besoin exprimé par le client. Un besoin simple, je veux partir à telle heure et je veux mettre tant d'énergie, tant de kilowattheures dans le véhicule. Alors, c'est des schémas relativement simples quand on est chez soi, mais dès qu'on va dans des parkings collectif avec plusieurs véhicules. Les véhicules sont un peu concurrents les uns des autres, mais sauf qu'il y en a un qui part plus tôt, l'autre qui part plus tard, il y en a qui veut plus d'énergie, l'autre moins. On arrive à faire en sorte de prioriser les véhicules pressés ou qui veulent avoir plus d'énergie. Alors, il y a effectivement ces deux concepts de dire oui, on a le temps. Il y a des tarifs qui sont aussi différents. Le fait d'être sous abonnement vous permet d'avoir une électricité moins chère. Et ceux forcément qui veulent la rapidité sont un petit peu plus pénalisés. On est d'accord? En réalité, voilà, c'est ça. Quand vous voulez charger rapidement, c'est que vous n'attendez pas les heures creuses. Donc, vous allez charger avec le tarif existant. Dans notre cas, on achète de l'électricité tel qu'on peut. Les tarifs vont augmenter pour tout le monde. Ils vont finir par se stabiliser. Ils vont finir même par baisser. On espère. Quand les fameuses centrales nucléaires qui sont en maintenance seront de nouveau opérationnelles. Mais globalement, il y a quand même une grosse différence entre les chargeurs dits accélérés et les chargeurs rapides, parce que les chargeurs rapides doivent aussi rentabiliser l'infrastructure qu'ils mettent en place. Donc, quoi qu'il arrive sur l'autoroute, vous allez toujours payer beaucoup plus cher que quand vous chargez chez vous ou dans la société. Mais pour les béotiens, pour qui une borne, c'est les bornes qu'ils voient dans les rues, vous venez le soir où il y a mini, c'est quand même fabuleux, puisque vous avez fait une mini-borne, des dimensions, 25 cm. Oui. 25 cm,
10 cm de profondeur. Comment est-ce que vous avez fait pour miniaturiser à ce point-là? C'est la dernière création, exactement, c'est la dernière création qu'on a annoncée aujourd'hui qui s'appelle Cobox Mini, absolument, et donc où on a tout mis en électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pièce mécanique, tout est en pièce électronique sur une seule carte, avec tous les éléments qu'on appelle électronique de puissance, donc là où il y a le voltage qui passe, la partie contrôle, la partie comptage, la partie sécurité, sur une carte qui est un peu plus petite, ce qui fait que le montage même de la carte dans le boîtier prend quelques minutes. Et c'est une borne qui finalement permet de faire tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, plus être prêt pour les évolutions qui vont arriver, à savoir des choses qu'on appelle plug and charge, donc le véhicule et la borne s'authentifient, se reconnaissent, ou le fameux V2G, où le véhicule reversera un peu de courant dans le réseau. Juste avant d'en parler, parce que ça c'est plutôt intéressant, est-ce qu'on imagine aussi, forcément la voiture change, l'autonomie augmente aussi, est-ce que l'autonomie des voitures va jouer aussi là-dessus? Alors, moi je pense très franchement que dans le temps, quand on voudra avoir un véhicule éventuellement principal, il faut avoir l'autonomie suffisante. C'est très bien d'avoir des véhicules pour les usages en ville, donc avec 200 km. Mais demain, si on veut que tout le monde passe à l'électrique, il faudra avoir des véhicules électriques avec des autonomies type 600-700 km. Alors c'est beaucoup. C'est des batteries qui devront être plus denses, avec moins de matériaux, etc. Mais le jour où on y arrivera, on va recharger avant de partir, sur le point d'arrivée et parfois sur la route. Et en tous les cas, les véhicules, donc les bandes de recharge accélérées serviront sur les trajets, longs trajets sur la route, et les bandes de recharge, on va dire, telles que les nôtres, au point de départ, au point d'arrivée. Guillaume de Sazy, mais vous êtes avec nous, patron de Mini France. Les bornes aujourd'hui, forcément, quand on fabrique des voitures électriques, on pense aussi à la recharge, à l'autonomie, au maillage territorial. Quand on voit des acteurs aujourd'hui, qui s'engagent pour ce maillage, c'est tout bénef pour vous finalement. Ah, tout à fait, on en a besoin. La nécessité, vous parliez tout à l'heure des objectifs qu'on a au niveau national, qui ne sont pas encore atteints. On a vraiment besoin d'un focus très fort des pouvoirs publics pour accélérer ce développement, parce que il y a des ambitions assez fortes en France et au niveau européen pour accélérer la transition vers le 100% électrique, et c'est clair que ça ira vers ça. Il faut à la fois des bornes de recharge rapide, il faut des bornes à domicile, c'est la diversité de ce réseau qui va... Mais est-ce que c'est un frein aujourd'hui? Est-ce que parfois vos clients ont encore ce frein de dire ouais, j'achèterais bien une électrique, mais finalement je ne sais pas où me brancher? Est-ce que ça peut être encore un frein? Il y a des interrogations, parfois notamment à domicile, c'est souvent plus facile. Quand on vit en collectivité ou dans des immeubles, c'est parfois un peu plus difficile. On a aussi chez BMW, chez Mini, des solutions intégrées pour faciliter justement, parce que effectivement, il faut qu'on apporte des solutions. Il y a des questions qui se posent, des changements d'usage, et il faut apporter des solutions. Ça, c'est clair. Alors, on parlait de l'électricité tout à l'heure, justement, de renvoyer l'électricité. Alors, il y a une chose, votre borne, elle est plus qu'intelligente, on va dire ça comme ça, more than smart, pour rester en anglais, puisque on peut faire le plein de courants différenciés. Par exemple, madame a une voiture de société ou de fonction, elle peut faire le plein à la maison et avoir ça sur sa note de frais, et monsieur il a une voiture qui est la voiture du foyer il fait le plein, et ça différencie tout. Expliquez-nous, parce que j'ai trouvé ça génial. Alors quand vous êtes chez vous, la borne réagit de la même manière que c'était une borne publique, d'une certaine manière. Chacun aura son application ou éventuellement sa carte, et chargera et aura son comptage d'énergie séparé. Donc si vous avez une voiture de fonction, vous allez pouvoir mettre votre consommation sur une note de frais que vous allez présenter à votre employeur. Demain, quand les véhicules auront la fonction plug and charge, qui fait que le véhicule et la borne vont se reconnaître, ça sera automatique. Aujourd'hui, on pourra encore un peu tricher, mettre la voiture de madame et dire c'est le monsieur, mais demain, on ne pourra même plus tricher, ça sera automatique. Je peux aller faire mon plein chez Cécile de Minibus, alors c'est parfait. Essayez. Vous, alors en charge d'une voiture, vous allez pouvoir réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique. Alors, les banques sont préparées pour ça. C'est-à-dire que il faut imaginer qu'un véhicule, c'est 50-60 kWh de batterie, c'est beaucoup d'énergie à comparer à votre consommation domestique qui est de l'ordre de 11 kWh sur 24 heures. Donc la batterie d'un véhicule lambda, c'est 5 jours de consommation de la maison. C'est là où on se rend compte que c'est beaucoup d'énergie dans le véhicule. Donc vous arrivez chez vous, votre batterie n'est pas vide, il reste encore la moitié par exemple de la batterie. Avec juste 10% de la capacité de la batterie, vous allez passer les quelques heures de pointe de soir. Ce sont les heures les plus difficiles parce qu'il n'y a plus d'énergie solaire.
les producteurs sont obligés de relancer des centrales thermiques pour répondre aux besoins, à ce moment-là, le véhicule peut venir et envoyer quelques kilowattheures pour couvrir votre besoin, et plus tard dans la nuit ou le lendemain, quand vous aurez accès à de l'énergie solaire, vous allez recharger votre véhicule. Donc c'est une manière d'économiser de l'énergie, mais également de ne pas pousser à une surproduction d'énergie par les centrales thermiques qui sont polluantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné imposer, je sais que c'est difficile d'imposer, mais chez les bailleurs, chez les copropriétaires, chez finalement des bornes aujourd'hui un peu partout, est-ce que c'est aussi aux gens, enfin voilà, aux copropriétaires et aux bailleurs sociaux, tout le monde de s'engager là-dessus? Alors, au-delà d'imposer, il y a une très bonne initiative qui a été prise par le gouvernement, enfin l'État en général. C'est la création d'une banque, d'une société qui s'appelle Logivolt, qui est une filiale de la Banque des Territoires, qui finance l'infrastructure collective dans les copropriétés. D'accord. Nous venons signer aujourd'hui, donc nous sommes maintenant référencés Logivolt. Bravo. Ce qui fait que nous pouvons participer justement, s'il y a un client d'un constructeur qui est dans une copro où il n'y a pas de borne, on peut faire une proposition. Par ailleurs, on est en partenariat avec ISTA. ISTA, c'est le numéro 1 en France de sous-comptage d'énergie dans les bâtiments. Donc nous avons ces deux partenariats qui fait que je pense que je croise les doigts, demain on devrait être un acteur important dans ce domaine de bornes dans les copros. Finalement, aujourd'hui vous avez combien de bornes en France et c'est quoi les projections? Alors on a 1000 points, un peu plus de 1000 points de charge, ça fait à peu près 900 bornes. Donc c'est déjà pas mal. En si peu de temps. Et on espère finir l'année avec 4000 et progressivement monter à un rythme de 1000 bornes par mois. Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est bien. Merci en tout cas d'être venu nous en parler de ces belles... d'une start-up et passer à une vraie belle entreprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Sam et Mamie d'avoir été avec nous. Fondateur, ça s'appelle Covoltis, bien sûr. C'est pour tout le monde, même les particuliers. Vous pouvez aller sur leur site internet, commander et vous aurez forcément quelqu'un qui viendra vous l'installer. Hein. Je me demande si je ne vais pas envoyer Philippe David. Bon, ça, je ne sais pas. Dès lors que je fais le plein chez vous, oui, ça va. C'est une façon de m'en débarrasser. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Cécile de Ménibus est toujours là, Oui, bien branchée, c'est le cas de le dire, comme on parlait des bornes, et on va conclure ces vraies voix qui font rouler la France avec la finale du Grand Prix de l'Automobile Club de France Autotech. Nous sommes en compagnie de Richard de Cabrol, directeur du Grand Prix ACF Autotech. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on va faire le point de ces 6 finalistes, un Américain et 5 Français, cocorico, ça fait pas de mal. On commence, élégance française oblige, par l'Américain Nodar Sensors, qui produit des caméras d'assistance à la conduite inspirées, alors là c'est complètement fou, par la vision des requins marteaux. Alors les requins marteaux, on rappelle qu'ils ont les yeux sur les deux côtés du marteau. Comme vous, Philippe. Merci. J'aurais pu dire que je suis marteau aussi pendant que vous y êtes. Expliquez-nous ça. Alors, ça, je pense qu'effectivement, il faudra davantage que les spectateurs se connectent le 20 avril à 18h30 pour entendre l'entrepreneur expliquer sa solution. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que les requins marteaux qui regardent avec 2 yeux, il y a aussi les humains. Et effectivement, vous seriez un cyclope, et ben, ça serait un peu difficile d'avoir la perspective et de regarder loin. Donc, c'est plutôt cette logique de 2 yeux qui ont été utilisés. Et surtout, j'ai envie de dire, la solution qu'apporte Nodar, c'est le fait de rendre moins cher le fait d'avoir ces assistances à la conduite, parce qu'un lidar, qui est la solution préférée aujourd'hui des solutions autonomes, des assistances de niveau 3, coûte très cher par véhicule, et là il utilise limite des caméras Fisher-Price, à $5 la caméra. Donc bon, là je caricature un petit peu, mais c'est à peu près ça. C'est le message qu'il veut faire passer. C'est vrai que c'est très innovant. C'est très innovant, mais quand on regarde un peu le site, c'est un diplômé de MIT. Oui. Un type pas très vieux, il doit avoir 35 ans. Et est-ce que, alors on parle de lui parce que moi j'ai trouvé cette innovation géniale, est-ce que quelque part vos 6 finalistes, ils sont pas un peu fous, mais au bon sens du terme, disons-le? Je dirais que c'est un petit peu ce qu'on recherche dans les 76 candidatures, ce sont les plus fous. Il y a quand même un critère originalité de l'idée, donc si on n'est pas original et qu'on veut réinventer la poudre, on ne risque pas d'arriver jusqu'en finale. Et c'est vrai que dans l'hétérogénéité des candidatures que nous avons, on a des choses un peu folles. Je veux dire, typiquement en bonne qui permet de finalement d'avoir des interactions avec la voiture, avec le véhicule, avec des boutons sans même les toucher, à la manière d'un Luke Skywalker. Eh bien, ça, c'est quand même un peu fou.
Pensez que Jean-Michel Jarre en est client et s'amuse à faire de la musique électronique sans toucher son clavier. Guillaume de Sazilly, vous êtes toujours avec nous, un patron de Mini France. Est-ce que quand vous entendez toutes ces technologies, j'imagine que vous avez forcément le groupe BMW Mini a les antennes ouvertes de regarder les nouvelles technologies. Je sais que Valeo est un peu partout dans le monde. Dans les voitures, on les avait reçus, mais tous ces inventeurs un peu fous, mais pas si fous que ça, puisque c'est l'avenir. Vous regardez ce qu'ils font, vous les rencontrez? Évidemment, on a des investissements très forts dans la recherche et développement. On a parlé des sources d'énergie, donc on a parlé d'électrification, mais BMW Group est aussi en pointe dans les recherches sur l'hydrogène, sur les interfaces homme-machine aussi. On a un système propre à BMW et à Mini, donc, puisqu'on en a bénéficié, qui est vraiment là pour faciliter les échanges entre l'homme et la machine, aussi pour le garder. C'est pas juste une histoire d'écran et de multimédia, c'est aussi indispensable pour la sécurité active et passive des voitures. Et pour parler de sécurité, un des troisièmes des Euro 6 finalistes, c'est Cetrac, qui a adapté pour l'automobile les communications qu'il livre chez Airbus Défense, Airbus Hélicoptère et pour la marine de guerre, parce que souvent les patrons, leur voiture c'est leur deuxième bureau et on peut parfaitement se faire pirater un mail, et là ils ont mis ça pour les systèmes dans les voitures pour qu'on ne puisse pas se faire pirater. Racontez-nous. Alors c'est effectivement peut-être la chose qui sera le moins télégénique quand il passera en pitch en direct. C'est vrai, mais je me défie tous les spectateurs de comprendre ce qu'il va dire à ce moment-là. Ils sont tentés de l'aider à rendre son discours intelligible. Mais effectivement, la cybersécurité est un sujet. On rend les véhicules de plus en plus connectés, et qui dit de plus en plus connectés dit de plus en plus vulnérables. Et donc il faut que ce soit accompagné par une sécurisation des systèmes. Donc Cetrac apporte finalement une des solutions issues de l'armée. Donc ça prouve à quel point le sujet est sérieux. Ensuite, j'imagine que quand les patrons voudront rouler de manière extrêmement sécurisée, ils prendront une voiture de collection avec un chauffeur, et comme ça ils seront sûrs de ne pas se faire attaquer. Mais ils peuvent quand même se faire pirater un mail ou un appel téléphonique, et là ça protège a priori. En tout cas, ça ne désactivera pas les freins. Ça peut être intéressant pour un constructeur premium comme Mini BMW, un grand patron qui n'a pas tellement envie qu'on chope ses conversations, ses mails quand il est dans sa voiture, qui est son deuxième bureau en fait, avec le jet évidemment. Ça peut intéresser une entreprise comme votre groupe. Oui, tout à fait. C'est des innovations qu'on regarde de très près. Oui, c'est sûr. Qui sont les jurés, qui jugent finalement lorsque vous avez des dossiers entrants? Qui sont les sages qui aujourd'hui retiennent ou pas les dossiers? Alors, on a si c'est des sages, vous y êtes pas, ça c'est sûr. On a différentes strates de jury, parce que quand on part de 76, en fait, on va pas tous les envoyer à Gilles Le Borgne, le vice-président d'ingénierie de Renault, parce qu'il a potentiellement d'autres choses à faire en ce moment. Donc il y a une première sélection. Voilà. Donc les premières sélections, c'est surtout effectivement un représentant par partenaire, souvent des personnes très opérationnelles, des directeurs scientifiques, des gestionnaires de fonds d'investissement qui s'occupent de ces dossiers. Donc à partir de ce total, on passe à 12 demi-finalistes qui avaient d'ailleurs été présentés, puis à 6 finalistes. Et en fait, ces 6 finalistes, ces 6 dossiers sont envoyés au jury de finale, composé notamment par les partenaires premium. Là, on parle effectivement de Mini qui s'intéresse à l'innovation, mais Renault effectivement est partenaire et cherche finalement à s'associer à tous ces sujets, à les onboarder le plus vite possible. Typiquement, on a 2 équipementiers, c'est ça qui fait qu'une start-up américaine et des gens du MIT s'intéressent à nous, parce qu'on est un tout petit pays, mais avec quand même 2 constructeurs automobiles, 3 gros équipementiers, 4, ainsi qu'une multitude de prestataires et de services qui peuvent souscrire à ces solutions. Et donc on est extrêmement attractif à ce niveau-là, et c'est ça qui fait la force de Grand Prix. Et les 3 autres finalistes, c'est les plus jeunes, on les appelle le prix pionnier. Il y a Ubique, alors ça pour les voitures électriques c'est parfait, qui met au point des optimisations de logiciels pour les rendre moins gourmands. Une voiture aujourd'hui c'est bourré de logiciels, et plus on consomme, plus on perd d'autonomie sur une électrique. Parlez-nous de Ubique. Ubique, alors c'est une solution assez étonnante. Malheureusement, je ne suis pas ingénieur. C'est un peu comme Cetrac. Ce sera toujours quelque chose d'assez difficile à décrire. Mais en tout cas, oui, une voiture plus connectée, ça fait qu'elle consomme de plus en plus d'énergie. Et il faut, effectivement, c'est un problème à résoudre. Donc maintenant, on va voir plus de start-up dans ce domaine. Vous avez dodeliné. Vous voulez réagir? Non, c'est vraiment un point dans les véhicules d'aujourd'hui. Ils sont extrêmement intelligents. Très techno. Et très techno, à la manière d'un smartphone. Aujourd'hui, on propose des mises à jour
jour de nos logiciels à distance. Donc ça se fait comme vous faites la mise à jour de votre smartphone à distance. On fait aussi la même chose avec nos voitures. Mais ça aussi, il faut anticiper quand on est constructeur automobile et qu'on est très technologique dans une voiture, ce qui est le cas de toutes les voitures aujourd'hui, de se dire que faut pas qu'elle se décharge dès qu'on va mettre quelque chose en route. Donc il faut anticiper aussi la capacité électrique par rapport à ce que peut consommer la voiture. Tout à fait, et là-dessus on fait confiance aux ingénieurs. Et on va parler des deux derniers. Il y a Lines Manufacturing qui offre des solutions pour fabriquer des pièces de grande taille en polymère et composite. Ça, c'est intéressant pour l'industrie automobile parce que l'acier, il y en a de moins en moins en général dans les voitures, non? Alors, c'est intéressant en termes de matière, mais aussi intéressant en termes de rapidité pour arriver jusqu'à la route, pour réduire finalement le temps de conception et de fabrication d'un véhicule et de passer tout de suite des pièces, je dirais, en test, en grandeur nature. Donc, je dirais que c'est aussi pour un intérêt très direct pour l'usager, pour que finalement, il ait moins à attendre pour avoir des nouveaux modèles qui sortent parce qu'ils sont testés plus souvent et plus rapidement, puisque l'ingénieur a plus qu'à le faire imprimer la grosse pièce pour ensuite la tester tout de suite. Et la dernière porte le nom d'un Anglais illustre qui ne rappelle pas de bons souvenirs, Nelson, qui a mis au point un outil qui permet de construire un score d'électrocompatibilité qui permet de planifier quelle est la meilleure stratégie d'électrification d'une flotte de voitures. C'est des jeunes qui ont fait ça, c'est génial. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils étudient chaque voiture avec une application. La conduite de chacun des usagers de l'entreprise et disent lui c'est la peine de prendre une électrique, elle c'est pas la peine de prendre une électrique, lui on va prendre une hybride. Ça calcule tout, on adapte tout et c'est une application qui permet de faire ça. Ils sont géniaux, ils sont carrément. Il faut qu'ils pitchent, c'est à lui. Tout à fait, mais on va le mettre sur scène, je pense. Non, vous emballez pas non plus. Notre numéro à la fin. Non mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait ces jeunes. Alors c'est effectivement extraordinaire dans le sens où maintenant une entreprise grâce à eux finalement peut s'électrifier de manière sur mesure en fonction de ses besoins, de ses usages et de tout un paquet d'indicateurs qu'elle doit effectivement fournir à la start-up pour que la start-up lui fournisse le meilleur conseil finalement. Et si on résume, cette entreprise, elle a 30 voitures et elle dit voilà, elle va chez Mini, elle dit voilà, pour un tel ça va être une voiture hybride, pour un tel ça va être une voiture essence, un tel ça va être une voiture 100% électrique et c'est tout fait par une application. C'est des jeunes qui doivent avoir maximum 28-30 ans, ça laisse rêveur. Guillaume de Sailly, ce qui est intéressant c'est de se dire qu'aujourd'hui la voiture ne vous transporte pas que elle apporte aussi la possibilité au travail. On se rend compte que c'est devenu c'est extrêmement complet aujourd'hui. C'est-à-dire que on discutait avec Valeo, même les caméras, vous parliez du lidar, qui sont capables de vous dire que il fait trop chaud, qu'il faut enlever une veste. Ce sont presque des médecins. Enfin, la voiture est devenue très complète aujourd'hui. Ouais, c'est un produit complet, c'est un produit complexe aussi. Et alors, on n'a pas l'appli, mais on a des forces de vente qui sont extrêmement orientées vers leurs clients. Et c'est vrai que c'est très important d'étudier le profil d'un conducteur pour lui proposer le modèle qui lui va bien. Ça paraît simple, mais c'est vraiment évident. La mauvaise motorisation au mauvais profil, c'est vraiment l'usage. Et donc ça, on est vraiment dans l'expérience client. Ouais. Et rappelons que grâce à l'électrification, la voiture va redevenir un plaisir pour certains qui ne l'aimaient pas. Voilà, c'est le côté positif. Ce sera le 20 avril. Voilà. C'est ça. Et diffusé en direct sur notre chaîne YouTube pour tous les spectateurs. Merci Richard de Cabrol. Merci beaucoup Guillaume de Sailly d'avoir été avec nous, patron de Mini France. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Et puis on croise les doigts pour le futur vainqueur. Oui. Voilà, que le meilleur gagne, comme on dit. Tout à fait. Voilà. Restez avec nous dans un instant. Yvan Cujus. Et puis on se retrouve demain à 17h avec Philippe David. On se retrouve demain à 17h. Thomas Fersen et Didier Pescalis chez Yvan Cujus dans le Loft. Mais tout de suite, on parle de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Salut, à demain.